ce workshop sur la thématique donc de bien réussir une réunion en visioconférence. Je suis Delphine Van Noot, responsable projet au sein du cluster BFC numérique. On est là pour accompagner l'ensemble des acteurs de la filière numérique dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces pour pouvoir bien réussir vos visioconférences. Et pour ça, nous avons donc Laurence et Guillaume de la société Option Télécom qui vont pouvoir répondre à vos questions sur ce domaine. Je vous laisse vous présenter et présenter votre société. Eh bien, bonjour à tous. Merci Delphine pour cette invitation et nous permettre de prendre la parole aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde. Chacun va se connecter au fur et à mesure. Il y a des gens qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Je vais donc me permettre de vous présenter très rapidement. Moi, je suis Laurence Rouex, je suis directrice générale d'Option Télécom. Je suis accompagnée pour cette conférence de Guillaume Pelez, qui est directeur technique chez Option Télécom. Et Option Télécom, c'est un opérateur télécom régional. Donc, on a presque une vingtaine d'années. On aura 20 ans l'année prochaine. Donc, on sera content de fêter ça tous ensemble. C'est un opérateur télécom, donc historique. Donc ça veut dire qu'on apporte à nos clients qui sont uniquement des entreprises sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, également des associations ou des organismes publics, tout ce dont ils ont besoin pour communiquer de manière professionnelle. Donc des liens Internet, aujourd'hui indispensables, des lignes téléphoniques, le matériel pour faire fonctionner ces services, et également des systèmes de communication, standards téléphoniques. Alors aujourd'hui, on parle de standards téléphoniques virtuels et c'est notre choix. Donc on parle de communication unifiée. Ce sont des systèmes qui englobent, on va dire, 3 spécificités: le standard téléphonique, le chat, donc la communication, la messagerie instantanée, et également la visioconférence, et ce dont on va parler aujourd'hui, puisque on a constaté en fait chez nos clients ou chez nos partenaires ou chez nos prospects qui nous avaient consultés avant le confinement, que bon nombre d'entreprises s'intéressaient au numérique, mais peu d'entre elles en fait avaient intégré véritablement l'ensemble des outils nécessaires au travail à distance. Aujourd'hui, on est bousculé dans nos habitudes très rapidement, et ça nous oblige à nous intéresser à ces outils et qui sont accessibles très facilement. Et pour pouvoir les utiliser, il faut apprendre à les utiliser comme n'importe quel outil. C'est un petit apprentissage rapide. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un sommaire donc en 3 parties. J'espère que vous voyez bien. Si vous souhaitez agrandir votre image, je vous invite donc à décaler à l'aide du petit triangle bleu la page de chat sur le côté à droite, qui va vous donner un petit peu, vous permettre d'agrandir l'image que vous avez sous les yeux. Et donc ce sommaire, il est en 3 parties. On va d'abord parler du matériel qui est nécessaire pour la réussite de cette visioconférence, des liens Internet, c'est important, qui sont adaptés à cette visioconférence. Dans une deuxième partie, nous parlerons des bonnes pratiques. Une bonne réussite s'appuie beaucoup sur des bonnes pratiques, une préparation de vos visioconférences. Et puis à la fin de notre intervention, on ira un tout petit peu plus loin, mais très rapidement, de la visioconférence au télétravail en général, et on parlera un tout petit peu de la sécurité, mais BFC Numérique a déjà abordé ces questions-là, donc je sais que vous êtes déjà bien briefés sur ces parties-là. Je vais donc donner la parole dans un premier temps à Guillaume Pelez, qui va nous parler du matériel et des liens Internet qui sont adaptés. En termes de matériel, alors vous savez qu'une vidéoconférence n'est pas forcément un matériel. Vous avez certes un ordinateur, mais vous avez besoin, bien entendu, du service qui va avec. Donc là, vous vous connectez sur une page web, vous accédez à un service. En termes de services, on retrouve différents types de licences, donc différents types de fournisseurs de ce service de visioconférence que vous faites fonctionner sur les liens dont nous parlerons juste après. Il faut tout d'abord se poser les bonnes questions quant au service que vous allez devoir choisir. Vous avez tout un panel de possibilités et dans ces possibilités-là, vous avez la question de l'hébergement. Donc l'hébergement d'une licence de vidéoconférence, d'un service de visioconférence, est important d'un point de vue géographique, puisque comme vous le savez, en Europe, nous sommes protégés
pour nos données personnelles par le règlement, par le RGPD. Et il faut savoir que certains fournisseurs de licences de visio hébergent leurs services bien loin de l'Europe, aux États-Unis en particulier. Donc, en fonction de votre activité et de la confidentialité que celle-ci requiert, nous vous conseillons de choisir une licence de visioconférence hébergée en Europe et ou en France. Vous avez tous entendu parler ces dernières semaines des failles de sécurité que certains opérateurs de licences rencontrent. Vous avez tous entendu parler de Z. Voilà. Évitez ce type d'opérateur. Alors oui, certes, tout le monde fait ce type de conférence, tout le monde en fait, mais peut-être que vous ferez un choix de sécurité en ce qui concerne l'hébergement. Chaque éditeur a une logique commerciale et propose ses licences d'une certaine manière. Donc je vous ai parlé de l'hébergement, je vais rendre la parole à Laurence pour qu'elle vous explique maintenant les questions dont je parlais juste avant à vous poser quant au type de salle que vous allez choisir. Donc partant du principe on va avoir un petit peu de mal à s'y retrouver devant cette jungle un petit peu d'offres de visioconférence et particulièrement en ce moment. L'idée, c'est de bien définir votre besoin et pour ensuite choisir la licence qui vous correspond. Et je vais vous donner un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser de manière à bien choisir votre licence. La première question qu'on va se poser, en général on se pose tout de suite quand on regarde une licence, une prestation de licence, c'est quel est son coût. Et alors là, on va voir que chaque éditeur de licence a sa logique commerciale. Il n'est d'ailleurs pas simple de s'y retrouver. Les catalogues vont de gratuit, limité en durée, pas en nombre de participants, à payant à la minute. Et on va dire une règle générale, c'est par expérience, plus une licence de visio est chère, en général, plus elle est compliquée à utiliser parce qu'elle dispose de beaucoup d'options et c'est des systèmes qui sont imbriqués les uns aux autres. Donc, peut-être essayer d'aller vers une solution qui n'est pas forcément très onéreuse, sauf si vous avez des besoins spécifiques. Et pour aller au-delà de l'aspect prix, moi je vous invite à vous poser un certain nombre d'autres questions. L'une des premières questions qu'on peut se poser, c'est la licence propose-t-elle un nombre de salles qui sont illimitées, ou est-ce qu'il faut une licence pour avoir une salle par utilisateur, et donc cette salle étant attribuée à une seule personne. Autre question. Alors, chacun peut y trouver son compte. Hein. Je n'ai pas d'avis particulier sur le choix d'une licence d'un type ou d'un autre, mais c'est une question à vous poser. Autre question, c'est combien de participants en simultané peuvent participer à une conférence par salle? Et le calcul se fait-il par licence ou par salle? Au niveau de l'ergonomie, autre question à se poser, c'est est-ce qu'il faut installer une application sur son ordinateur, tant pour l'organisateur que pour les participants? Et parfois, si vous devez faire ça, ça demande de passer par votre service informatique pour obtenir l'autorisation d'installer cette licence sur votre ordinateur. Ou alors, est-ce que l'accès se fait directement par un lien sur une page web, comme vous l'avez fait, par exemple, pour rejoindre cette conférence? Est-ce que la licence vous permet de disposer d'un chat en simultané? C'est important, par exemple, pour la prise de parole, pour éviter de s'interrompre. Autre question, est-ce que vous avez la possibilité de partager des documents, de les modifier, de les commenter? Et est-ce que vous avez ensuite la possibilité de diffuser ces documents entre participants? Est-ce que le système de visioconférence permet de contrôler à distance l'ordinateur d'un participant avec son consentement? Ça permet par exemple lors d'une conférence de pouvoir aider son invité sur un certain nombre de paramétrages. Autre question importante, est-ce que vous pouvez enregistrer, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui, sauvegarder et diffuser les conférences? Intéressant pour les webinars. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que le système permet d'organiser des webinars? Il y a une différence entre un webinar rapidement et une vidéoconférence. Un webinar, c'est une conférence qu'on va faire face à un public. Donc, en général, le public ne prend la parole d'une manière très disciplinée pour poser des questions au conférencier qui va, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, expliquer une problématique ou voilà, faire sa conférence. Une vidéoconférence, c'est une réunion virtuelle. Donc, c'est un mode de fonctionnement différent. Autre question, la licence est-elle intégrée ou intégrable à un système de téléphonie? C'est important de se poser cette question-là, par exemple, si on veut télétravailler puis éviter de multiplier les outils. Il n'est pas rare que dans une entreprise, on ait un standard téléphonique d'un côté, un système de visio de l'autre, et enfin un système de chat. Pourquoi multiplier les outils?
Est-ce que vos vidéos sont accessibles en audio à l'aide d'un numéro de téléphone pour ceux, par exemple, qui ne disposeraient pas d'un lien Internet au moment de la conférence? Est-ce que vous pouvez faire des sondages, des votes au cours de conférences? Et est-ce que vous pouvez diffuser en direct le résultat de ces votes ou de ces sondages? C'est le cas du système, par exemple, qu'on vous propose aujourd'hui. C'est une possibilité qui est proposée. C'est intéressant notamment pour les agents immobiliers qui veulent faire des assemblées générales de copropriétaires. Ce sont des systèmes qui nous sont demandés actuellement. 2 points importants qui nous paraissent également importants pour terminer. Quelles sont les règles de respect de la confidentialité? Par exemple, est-ce que la licence permet de gérer les interruptions de micro et de caméra des participants? De demander des autorisations d'accès aux micros et caméras? Ou est-ce que ça se fait de manière autoritaire? Est-ce que vous pouvez contrôler en tant qu'organisateur l'arrivée de personnes externes et donc bien fermer votre salle à vos seuls invités? Tous les systèmes ne le permettent pas. Et enfin, est-ce que cette licence dispose d'un service d'accompagnement? Chez nous, quand vous souscrivez par exemple un système de visioconférence, vous êtes accompagné lors de la prise en main et lors de la première visioconférence. Vous demandez des démonstrations, on vous les propose gracieusement, bien entendu, et on peut même également vous accompagner lors de la première visioconférence. Vous avez un technicien qui est présent et qui vous aide à faire les réglages nécessaires au bon fonctionnement de cette visioconférence. Alors, une fois que vous avez listé tous vos besoins, que vous avez testé les solutions, puisque vous avez demandé à tester les solutions à l'éditeur, vous avez vérifié qu'elles correspondent bien à votre demande et que ce n'est pas à vous de vous adapter à la licence et à ses limites, eh bien, il convient de vous équiper de matériel de qualité, confortable, et ça, c'est le domaine de Guillaume, le matériel. Donc, je lui repasse la parole. Entendu, merci Laurence. Avez-vous des questions sur cette première série de justement questions? Je n'en vois pas dans le chat, mais n'hésitez pas encore une fois à écrire un petit mot si nécessaire. Alors il y avait effectivement une question en amont et donc Laurence y a répondu. Voilà, c'est comment faire pour que tout le monde ne parle pas en même temps pendant la visioconférence et que du coup la réunion soit fluide. Je reviendrai sur ce point-là dans les bonnes pratiques, dans la deuxième partie. Ok, parfait. En termes de matériel, vous allez voir que nous allons insister particulièrement sur le son. Alors, évidemment, il vous faut un ordinateur, une caméra, c'est mieux pour une visio, des haut-parleurs et un micro. Généralement, quand vous rejoignez des visios depuis un ordinateur portable, tout ça est intégré dans l'écran, à côté du clavier, etc. Si vous avez un ordinateur fixe, pensez à lui ajouter une webcam s'il n'est pas intégré à votre écran, à brancher les haut-parleurs, et à trouver un micro. Je reviendrai sur le micro par la suite. La qualité de la caméra a peu d'importance. Simplement, si je m'amuse à masquer ma caméra maintenant, certes, vous ne me voyez plus, mais vous continuez à suivre mon discours. Ce qui est donc important, on s'en rend compte ici, c'est bien le son. Donc, il faut veiller à avoir un micro, je l'ai dit, et surtout, il faut veiller à éliminer un maximum de bruit parasite. Donc, quand on dit bruit parasite, vous imaginez ce que vous, humains, entendez autour de vous. Alors, en visio, c'est bien différent. Il faut se mettre à la place du micro, et c'est le micro qui va capter les sons. L'oreille humaine va vous permettre de vous focaliser sur la voix de votre interlocuteur et de mettre virtuellement, dans votre cerveau en tout cas, de côté les bruits environnants. Le micro ne va pas savoir faire cette différence. Donc, je vais vous donner quelques exemples de bruits à éviter. On a du papier. Voilà, ça c'est terrible, ça vous fait mal aux oreilles à tous, désolé. Vous avez les bruits de clavier, évidemment, donc quand vous tapez sur votre clavier, ça s'entend. Et dernière chose assez désagréable, ce sont les bruits des smartphones. Pensez à mettre vos téléphones en mode silencieux et à désactiver même le vibreur, puisque le micro va être posé par la force des choses sur une table, un bureau, ou en tout cas intégré au téléphone, et le vibreur va faire vibrer le micro. Donc voilà, réfléchissez dans votre environnement immédiat à avoir un espace dégagé pour ne pas provoquer ce type de perturbation. Vous avez la possibilité, nous vous le conseillons, si vous avez la possibilité, nous vous le conseillons de choisir un endroit déjà plus adapté à des visios. Dans une pièce qui résonne, les bruits vont être assez désagréables pour tout le monde, encore une fois. Si vous choisissez, par exemple, une chambre à coucher, l'environnement audio sera bien meilleur. Pourquoi? Parce que vous avez probablement des rideaux, un matelas, des vêtements, etc. Et habituellement, la chambre à coucher n'est pas en plein milieu de votre logement, elle est un peu à l'écart, ce qui vous permet de vous écarter des bruits
que nous allons considérer comme parasites pour la visio, et par la présence de ces diverses surfaces absorbantes, de limiter les échos, la réverbération. Donc, d'un point de vue son, la chambre à coucher est bien. Après, d'un point de vue confidentialité, choisissez un angle, ou en tout cas un endroit où vous pouvez participer tranquillement et où vous ne révélez rien de votre vie privée. L'usage de micro-casques est fortement conseillé. Donc, si vous avez des micro-casques, comme on appelle ça, des kits de téléphone mobile, branchez-les à vos ordinateurs, hein, ils feront le travail. Ils ont un micro qui souvent est capable d'annuler même les bruits environnement puisqu'il a un peu plus d'intelligence que le micro de votre ordinateur. Et le casque vous permet de faire en sorte que le son qui sort, qui arrive à votre oreille, ne retourne pas directement au micro, comme si vous étiez avec des haut-parleurs externes, par exemple. Donc ça, c'est pour éviter un effet d'écho. Choisissez bien entendu des matériels confortables. Donc choisissez un casque confortable ou des oreillettes que vous arrivez à porter quelques heures, puisque vous le savez, en ce moment en particulier, les visioconférences vous occupent éventuellement plusieurs heures de la journée. Donc ne vous blessez pas avec des matériels qui ne sont pas adaptés à votre morphologie. En ce qui concerne les webinars, donc Laurence a expliqué rapidement tout à l'heure la différence entre une visio d'un groupe où tout le monde discute l'un après l'autre, et un webinar où il va y avoir un présentateur qui va s'adresser à un certain nombre de personnes. Dans le cadre d'un webinar, l'organisateur devrait, nous lui conseillons en tout cas, devrait s'équiper d'un micro un peu plus perfectionné que ceux que j'ai évoqués juste avant. Vous trouvez ce type de micro USB, on va appeler ça des micros studio, voilà, mais à peu près, vous les trouvez à peu près une cinquantaine d'euros sur Internet. Ils se branchent en USB sur votre ordinateur, qui les reconnaîtra automatiquement. Ces micros fournissent généralement une meilleure captation de la voix pour que la conférence soit plus agréable pour les participants. Et un dernier point, sur les bruits parasites, si vous constatez malgré toutes ces précautions que ces bruits persistent, vous-même, qui avez connaissance de votre environnement, pouvez couper votre micro. Et éventuellement, l'organisateur du webinaire peut aussi couper votre micro s'il constate que de votre côté, il y a un bruit parasite qui arrive. Vous le voyez en bas à gauche de ma vidéo, il y a un petit, comment on appelle ça, un vumètre. Et vous voyez que ce petit symbole s'active en fonction de ma voix. Donc si vous voyez quelqu'un qui est censé être silencieux avec ses barres qui bougent, vous lui coupez le micro, vous le prévenez bien sûr, pour ne pas perturber les autres participants. Maintenant, il y a une question de lien Internet pour une visio. Donc on a vu les matériels. Évidemment, si vous avez les meilleurs matériels du monde et pas de connexion Internet, vous ne ferez pas de visio. Donc là-dessus aussi, on a des prérequis assez importants. Il y a une petite demande, c'est qu'on a une des personnes qui est connectée, alors elle est bien connectée avec Google Chrome, mais elle ne vous entend pas, Guillaume. Du coup, est-ce qu'il y a une petite manip qu'elle doit faire ou Peut-être éteindre, ouais, voilà, ça peut venir de lui. Est-ce que vous m'entendez à présent ou toujours pas? Ok, super. Eh ben voilà, c'est bon. Alors, je ne sais pas ce que cette personne a loupé, mais je vais résumer en quelques mots. On verra globalement la aussi, ouais, éventuellement. Ouais. Globalement, isolez-vous des bruits parasites. Évitez dans votre environnement proche de manipuler des choses ou de faire des mouvements qui génèrent ces bruits-là. Et si jamais vous ne pouvez pas éviter ces bruits parasites et que vous participez à un webinaire comme maintenant, coupez votre micro afin de permettre aux autres participants d'entendre le présentateur. Au sujet des liens Internet à présent, globalement, sur un lien Internet, il faut retenir qu'il y a deux caractéristiques principales. La première est le débit, donc c'est la quantité de données qui peut passer. La deuxième est la latence, c'est la rapidité, la rapidité qui va être offerte au transit de ces données. Globalement, lorsque vous regardez une vidéo sur Internet, vous avez besoin de beaucoup de débit, puisque l'image, vous le savez, prend beaucoup de place sur un disque dur, par exemple. Eh bien, en termes de visio-conférence, il n'y a pas de possibilité de mettre en mémoire cette vidéo, puisque nous sommes dans un échange en direct. Donc là, on est sur l'aspect de la latence, il faut que le lien soit rapide. Ce que nous avons constaté, c'est que les meilleurs liens pour effectuer les visioconférences restent les fibres optiques. Donc, quand on dit fibre optique, si vous êtes dans votre entreprise, une fibre dédiée à débit garanti est parfaite. Si vous êtes à la maison, une fibre optique type grand public, FTTH, vous en avez entendu parler, est largement suffisante. La 4G
Alors en fonction de votre position géographique évidemment, mais la 4G est particulièrement efficace pour des visioconférences aussi. Sur un lien ADSL, vous allez avoir une moins bonne expérience. L'image sera dégradée, le son sera peut-être préservé, mais l'image en tout cas sera assez désagréable à regarder. J'attire votre attention sur l'usage qui sera fait de ces liens. Si vous avez une fibre optique à la maison par exemple et que vous avez deux personnes qui regardent l'un Netflix, l'autre YouTube, vous allez avoir un problème. Pour la petite histoire, ce type de service de vidéo en ligne sont fabriqués pour vous apporter la meilleure qualité image possible et donc consommer le plus de bandes passantes possible. Ça veut dire que avec une vidéo YouTube, avec une vidéo Netflix, pardon, vous aurez beau avoir peut-être 200 mégas, je ne sais pas si ça vous parle, 200 mégas de débit chez vous, eh bien une grande partie de ces 200 mégas seront phagocytés par ces deux services. Donc, en cas de vidéo importante, pensez à réduire l'usage ou à décaler l'usage du streaming pour permettre de faciliter vos visios. Donc ça, c'est à la maison, c'est j'allais dire une hygiène de travail. Dans le cadre de l'entreprise, nous pouvons proposer des matériels qui font ce travail pour vous. Ça veut dire qu'au moment de votre visio, le système va comprendre que vous lancez une visio et va écraser virtuellement le reste des autres flux qui ne sont pas d'usage professionnel. Je vais laisser à présent la parole à Laurence, puisque vous avez compris que j'ai indiqué certains points d'aspect technique. Maintenant, il y a aussi des points de comportement, des points de gestion humaine et de présentation de ces vidéoconférences que Laurence va pouvoir vous expliquer. Merci. Alors, de manière simple, hein, je vais faire cette présentation de manière chronologique, puisque quand on organise une conférence, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Donc, on va essayer de prendre les différents moments d'organisation de cette visioconférence et puis on va aborder des petits points très pratiques à ce moment-là. Eh bien, la première étape, c'est donc avant la conférence, il y a un certain nombre de choses à faire et il faut vous préparer à cette visioconférence. On n'arrive pas à la dernière minute dans sa salle de visioconférence en courant comme on peut le faire des fois dans la vraie vie. On se prépare. Et la première chose à préparer, on va préparer son matériel. On vient d'évoquer le matériel dont on avait besoin. Et vous allez, avant la conférence, vous mettre en situation de conférence dans la salle. Donc, la première chose à faire, c'est vous allez positionner votre caméra de préférence à hauteur de visage. Vous aurez certainement remarqué dans les vidéoconférences que l'on voit aujourd'hui, on voit souvent des plans de dessous du visage parce que les ordinateurs sont des ordinateurs portables, ils sont posés un petit peu bas par rapport aux chaises. Et alors, je vous dis pas les vues sur les faux plafonds, les rides de bas du visage. On a pris 10 ans là en quelques jours, le temps du confinement, sans compter les effets du coiffeur. Donc, faisons attention à notre image, montons le niveau de notre ordinateur. Alors, soit vous avez une table qui peut se régler en hauteur, soit un bon dictionnaire, des fois à la maison, peut régler l'affaire, le temps d'une visioconférence sympathique. Vous allez soigner également votre arrière-plan. Vous allez préparer cet arrière-plan. Alors, vous êtes chez vous, vous êtes au bureau, et parfois au bureau, c'est pas toujours extraordinaire ce qu'on a derrière. Ou alors, chez soi, on va déjà faire attention à tous ces petits détails qui font que ça peut être désagréable. On fait attention au réfrigérateur quand on est obligé de travailler dans sa cuisine ou dans sa pièce unique. On fait attention au lit qui est derrière. On fait attention au linge qui sèche. Ça, je l'ai vu. Et à tous ces petits détails du quotidien qu'on ne voit plus parce qu'on est chez soi. Donc, on ne se rend plus compte de tout ça. Donc, on peut faire appel à quelqu'un de l'extérieur pour regarder en même temps que soi-même. Alors, Guillaume, je ne sais pas s'il est fier de son bureau aujourd'hui, mais il a notamment utilisé d'un artifice qui est de mettre une image virtuelle derrière lui. Ça fonctionne très bien et c'est assez drôle d'ailleurs à utiliser. Vous allez apporter attention à un point important, c'est la lumière. Alors aujourd'hui sur Dijon, c'est pas le cas visiblement en Vendée, d'après ce qu'on a vu chez Delphine. La lumière n'est pas terrible, il fait pas très beau, donc j'ai utilisé beaucoup d'une lumière artificielle. Il faut penser aux ombres sur les visages, notamment. C'est vraiment mieux d'avoir un visage éclairé. Si j'éteins la lumière à côté de moi, ça va considérablement changer le rendu visuel de l'image que nous avons. Donc n'hésitez pas à préparer des lumières artificielles s'il le faut pour ajouter un petit peu d'éclairage sur votre visage.
Et puis, vous vérifiez que votre micro fonctionne, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le plus important, c'est quand même le son, que votre casque est bien chargé, que votre ordinateur est chargé, bien évidemment, et que vous avez coupé tous les éléments de parasites autour, comme l'a évoqué Guillaume tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Un deuxième point, ensuite, en amont, c'est de bien choisir sa salle de conférence. Donc, des fois, dans les systèmes, vous avez, c'est le cas chez nous par exemple, la possibilité de choisir 2 types de salles. Il y a des salles à usage permanent et des salles avec un lien spécifique pour une réunion particulière. Donc, c'est le cas notamment de la réunion d'aujourd'hui. Delphine a créé une salle spécifique et une fois que la conférence sera terminée, cette salle sera fermée. Mais il y a des systèmes qui permettent de créer des salles permanentes. Vous allez rentrer dans cette salle comme vous rentrez dans un bureau ou dans une salle de réunion dans vos locaux. Donc, nous avons recréé, par exemple, pour notre usage personnel, les salles à l'identique de ce qu'elles sont dans nos bureaux, de manière à se donner rendez-vous en petite salle de réunion, en grande salle de réunion, en showroom. Et vous pouvez vous faire la même chose avec vos salles de visioconférence et vous donner rendez-vous dans ces salles. C'est la porte est ouverte. Vous allez bien préparer en amont les réglages qui vous permettent de ne pas surcharger les liens Internet. Hein, donc vous, comme l'a dit Guillaume, vous veillez à ne pas être trop nombreux sur le lien au moment de la visio, surtout en télétravail. Vous prévenez votre entourage, hein, vous utilisez un lien dédié éventuellement pour votre travail sur le moment, soit un partage de connexion en 4G avec votre smartphone, ça fonctionne parfois très bien, ou une box 4G qui est dédiée. Là, on est dans un temps de consommation très important des liens Internet. Hein, on est tous sur des liens Internet à la maison, ceux qui sont retournés au bureau également. Donc, pour éviter cette surcharge de réseau, on va privilégier, on va vous préconiser, vous, dans les réglages avant la conférence et au moment d'envoyer l'invitation, de baisser au maximum le niveau de la qualité vidéo. C'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est le son. Si notre image est un peu pixelisée, c'est pas grave, c'est pas important. En revanche, on va privilégier l'audio à l'image de manière à ce que vous compreniez bien ce qui se dit à cette vidéo. Donc, diminuer au maximum le flux vidéo. Parfois même un flux audio au minimum également est largement suffisant pour avoir une qualité de son suffisante. Mais testez bien votre système de visio à ce moment-là. Vous préparez vos documents aussi. Hein, avant la conférence, vous les aurez préparés, par exemple, sur votre bureau, un dossier spécifique à cette visioconférence où le système vous aura permis de télécharger en amont vos documents à présenter et à partager lors de la visioconférence. Vous n'aurez plus qu'à aller cliquer sur le bon lien pour aller récupérer et partager ce document, comme on a pu le faire ici. Et puis, bien entendu, au préalable, vous aurez lancé vos invitations. Donc là, le choix de la licence est important pour cette partie, car toutes les licences n'ont pas la même simplicité et ergonomie, mais là, vous ferez votre choix également en fonction de cette question-là. Donc, dès que possible, hein, quand la date de réunion est fixée, donc vous envoyez un mail ou vous pouvez faire une invitation directement sur Outlook, sur certains systèmes, qui vous permettent de donner tous les éléments qui vont permettre aux invités de vous réunir, de vous rejoindre dans la salle de visio. C'est le cas de l'invitation que vous avez reçue. Vous allez pouvoir voir si vous allez indiquer à vos invités s'ils doivent télécharger une application et l'installer sur leur ordinateur avant la visioconférence ou s'ils ont accès à l'aide d'un seul lien. Vous allez également indiquer si un numéro de téléphone permet de rejoindre la conférence dans l'éventualité où votre participant, votre invité n'a pas de lien Internet. C'est une solution intéressante également pour pouvoir participer à des webinars ou des réunions à distance. Profitez-en pour montrer que vous maîtrisez bien votre outil et indiquez dans ce mail d'invitation des petites pratiques, des petits conseils pratiques pour permettre aux gens d'être à l'heure à la réunion, de bien tester leur connexion avant. Tout ce que vous allez apprendre, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez en faire un condensé de présentation dans ce mail et montrer que vous êtes vraiment le maître de cet outil et de la visioconférence que vous allez mettre en œuvre. Vous n'oubliez pas également de faire un rappel de l'invitation 24 heures avant la réunion, de manière à ce que, comme vous le faites peut-être pour un rendez-vous ou pour une réunion, de manière à ce que tout le monde soit bien à l'heure et bien compris et bien vérifié également que tout le monde a reçu cette invitation. Ensuite, on va passer. Est-ce que vous avez des questions ? Ça permet surtout aussi un point, le rappel, c'est de redonner le lien, parce que ça évite aux personnes en fait de devoir rechercher dans leurs archives de mails. C'est ça.
Alors l'avantage d'inviter à l'aide d'une invitation Outlook, c'est qu'automatiquement ça va s'inscrire donc sur le calendrier du participant qui va simplement cliquer sur son rendez-vous et nous rejoindre dans la salle de visioconférence. Alors à l'heure de la conférence, quand vous êtes organisateur, arrivez à l'avance dans votre salle de visio. C'est vous qui allez l'ouvrir cette salle et ça va vous permettre en arrivant en avance d'accueillir vos invités. Et ça va permettre à ce moment-là de résoudre les éventuels problèmes techniques qui peuvent se présenter. On a eu tout à l'heure un problème de son, on peut avoir un petit problème de caméra, on peut avoir voilà des petits réglages et ça n'empiète pas à ce moment-là sur l'organisation ou le déroulé de la conférence. Donc un petit conseil également en face, si vous êtes invité à une visioconférence, essayez d'arriver un petit peu à l'avance aussi pour pouvoir tester ces petits soucis-là, voire même avoir pris le temps de tester la salle en amont, vérifier dans les mails que vous recevez si vous devez télécharger quelque chose sur votre ordinateur ou pas, et puis ça vous évitera d'être en retard pour des raisons techniques à votre visioconférence. Tout ça, c'est une question de préparation, toujours avant. Là, j'ai vu que pas mal de gens étaient arrivés, mais visiblement, il y a des habitués du système, donc hop, ils arrivent à la dernière minute. On fait comme au bureau ou comme à la maison, on rentre dans la salle et on se connecte. C'est parfait. Ensuite, une fois on débute la conférence, il y a un point important et donc je crois que c'était la question qui était posée d'ailleurs en préambule de ce vidéoconférence. Comment organiser la prise de parole et l'écoute? Dans une visioconférence, il y a un organisateur et cet organisateur, qui est à l'origine en général de la visioconférence, ou que l'on peut nommer, devient le manager de la conférence. Donc, cette conférence, elle va être menée par cet organisateur qui sera en charge de dérouler le programme et de faire circuler la parole. Et donc, il va prendre un temps au début de la conférence pour expliquer les règles de circulation de la parole que lui-même aura définies pour le bon fonctionnement de sa conférence. Par exemple, il pourra dire, comme on le fait actuellement aujourd'hui, que toutes les caméras et tous les micros sont fermés de manière à préserver de la bande passante, par exemple, et que la prise de parole se fait par l'intermédiaire du chat en posant des questions. Alors là, on va vous donner du coup un petit conseil à ce moment-là, c'est éventuellement d'être deux, d'avoir une personne qui organise la conférence, qui est un intervenant, qui prend la parole et de désigner au début de la conférence ou de proposer à l'un des participants d'être son assistant. Et le rôle de cet assistant sera de lire toutes les questions du chat, parce que par expérience, quand on est un intervenant, c'est très compliqué d'avoir un œil à côté sur ce qui se passe et ce qui est écrit. C'est vraiment perturbant. Si en revanche, vous avez convenu avec cet assistant qui peut vous interrompre à tout moment pour expliquer que quelqu'un veut prendre la parole, que quelqu'un a une question à poser, eh bien à ce moment-là, vous êtes concentré, vous, sur votre présentation. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Delphine qui est autodésignée pour m'interrompre ou interrompre Guillaume si une question est posée dans le chat. Et on a aussi Julie qui est là, donc, la collègue de BFC qui gère tout le côté technique. Bien, impeccable. Donc là, on est trois en plus, ça c'est royal. Donc au moment du début de la conférence, vous allez aussi rappeler. Alors je ne sais pas si ce que je viens de dire répond d'ailleurs à la question qui était posée, mais n'hésitez pas à m'interrompre si je n'ai pas donné tout. Donc vous donnerez bien la parole par l'intermédiaire du chat, idéalement, vous coupez bien les micros, et vous rappelez au début de la conférence quel est le temps global qui est prévu pour la conférence, et le temps qui sera disponible également pour poser les questions et y répondre. Comme ça, on sait qu'on peut attendre pour poser notre question. Alors, par la suite, pendant la conférence, on se retrouve en situation de prendre la parole et de la demander. Donc, on respecte bien les règles, on ne prend pas la parole à tort et à travers, on demande la parole, et pour demander la parole, on a ce chat qui nous est proposé. Et puis, on fait attention également à couper son micro quand on n'a pas l'utilité de parler pour éviter tous les sons parasites, tous les sons parasites dont on a parlé tout à l'heure. Ça me paraît important également de
couper le son parce que dans certaines licences, vous aurez remarqué qu'on a une navigation d'images en fonction de qui est l'orateur et qui prend la parole. Donc, on a une espèce de va-et-vient d'images de personnes qui parlent et puis qui se tait et une autre apparaît. Alors parfois avec un petit décalage d'ailleurs avec le son. Et ça peut donner une sensation de mal de mer assez désagréable. Donc, je vous laisse tester ça, mais l'idéal, c'est vraiment d'être très discipliné sur cette prise de parole. D'autres systèmes ne fonctionnent pas comme ça. Les images sont toutes affichées à l'écran et voilà, vous regardez vos intervenants. Parfois, il y a un petit encadré qui permet d'identifier la personne qui prend la parole à ce moment-là. Le choix de la licence est essentiel également sur ce point-là. Vous parlez distinctement, suffisamment fort. La caméra est centrée sur votre visage. Et au moment de la conférence, vous n'allez pas pouvoir vous aider beaucoup de votre langage corporel comme vous pourriez le faire en rendez-vous en face à face. D'ailleurs, certains psychologues qui utilisent des systèmes de visioconférence m'en ont parlé dernièrement et pour eux, ça a été une modification de leur pratique. Beaucoup de leurs clients ou patients utilisant leur smartphone pour le rendez-vous, ils n'ont que le visage et c'est assez perturbant pour eux de ne pas voir le langage du corps. Donc ça peut changer également notre pratique. Peut-être demander à votre interlocuteur de se reculer un petit peu. Si vous êtes comme moi plutôt habitué à utiliser les mains, n'ayant pourtant pas d'origine italienne, mais je ne vais pas faire de raccourcis rapides. Mais voilà, j'aime bien utiliser mes mains, donc je me décale en général un petit peu de ma caméra pour pas être frustré par rapport à ça. N'hésitez pas à le faire pour vous laisser libre cours d'utiliser votre corps. Vous évitez les sons parasites, on l'a dit, vous chiffonnez pas, vous ne manipulez pas du papier pendant la prise de parole. Attention au bruit de verre, de stylo, de cuillère dans les tasses, les claviers, voilà. Donc c'est la visioconférence, c'est une école d'écoute, de patience et de respect de la parole de l'autre. C'est assez intéressant comme système pour ça. Ça nécessite de l'organisation. Donc ça nécessite aussi d'établir un bon scénario de déroulement de votre réunion, mais comme vous pouvez le faire probablement pour vos réunions physiques. Là-dessus, il n'y a pas grosse différence. Entraînez-vous pour votre première visio. Vous pouvez avoir l'assistance parfois de techniciens chez certains systèmes qui peuvent vous aider à préparer votre première visio et vérifier que tout est fonctionnel. Voilà, un point important, quand vous voulez partager et échanger un document, vous avez là aussi préparé vos documents à l'avance, de manière à être prêt à pouvoir les diffuser aux intervenants en cours de conférence. Pas trop d'improvisation là-dessus, vous perdriez trop de temps. Enfin, je vais revenir sur mon document. Voilà, si ma souris veut bien revenir ici. Il y a un temps où il faut terminer la conférence. Et avant de terminer la conférence, n'oubliez pas de diffuser les documents, en général à l'aide du chat. C'est le cas du système qui est proposé ici. On pourra, à l'issue de la conférence, vous envoyer le document que je suis en train de vous proposer. Et l'organisateur veille bien, à la fin de la conférence, à fermer la salle. Et il pense à supprimer la salle afin que personne éventuellement puisse y retourner. Il faut bien vérifier le mode de fonctionnement de votre licence à ce moment-là. Si vous avez diffusé une adresse, veillez bien à supprimer cette adresse de manière à ce qu'elle n'existe plus et qu'il n'y ait plus de retour arrière possible. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est d'aller très rapidement un petit peu plus loin, donc de la visioconférence au télétravail. Je laisse le temps un petit peu à certains qui auraient des questions à poser à ce moment-là. On va aller là. Donc, on va continuer. Donc on l'a vu, la visioconférence, c'est un outil indispensable, on le mesure aujourd'hui pour le télétravail, mais pas seulement. On a aussi besoin de deux autres outils, que sont la messagerie instantanée. Ça permet de chatter entre collègues, on n'est pas les uns en face des autres. On peut s'envoyer des messages instantanés pour faire le point sur un certain nombre de dossiers, de contacts qu'on est en train d'avoir, demander de l'aide. On peut avoir besoin également d'un standard téléphonique virtuel, qui permet de réceptionner les appels à distance. 3CX notamment que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est un système qui permet de recevoir les appels directement sur le smartphone ceci arrive automatiquement sans qu'il y ait besoin de faire de renvoi. C'est des systèmes tout en un. Pas mal de systèmes proposent ce genre de solution. On a fait un choix technique, un choix de service. C'est celui-là. Bon, si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas également à nous solliciter.
Un point important également en télétravail, c'est la sécurité. Vous l'avez déjà abordé un petit peu, je crois, en conférence avec BFC Numérique. Je vais redonner la parole à Guillaume sur ce point-là, parce que pour nous, c'est essentiel, cette sécurité. C'est important d'avoir les bons outils, d'être très attentif à la sécurité quand on est en télétravail. C'est des risques de piratage considérables. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on a abordé par 2 fois. Une première fois avec Hervé de Nation Système, donc plus sur le côté technique. Donc vous pouvez retrouver le replay sur notre site internet ou directement sur notre chaîne YouTube où il y a tous les replays de tous les workshops. Et une deuxième fois avec Véronique Brunet, de l'ANSSI, qui du coup nous a mis à disposition des documents faits par l'ANSSI justement sur les principaux conseils. Très bien. Donc, tu peux rediffuser éventuellement ces documents à des personnes qui n'auraient pas participé à la conférence aujourd'hui. Tout à fait. Je vais le mettre dans le chat. D'accord, très bien. Alors du coup, en termes de sécurité, on va faire quelque chose d'extrêmement simple. On a retenu quelques points basiques. Vous allez télétravailler lors de vos visios, donc vous serez à la maison. Ce qu'il faut essayer de retenir, c'est que globalement à la maison, vous allez avoir d'autres ordinateurs qui ne sont pas ceux du travail, ou alors si vous travaillez sur un ordinateur personnel, ces ordinateurs-là ne seront pas sécurisés par, je vais résumer, mais le service informatique de votre société ou votre prestataire informatique. Donc pensez à minima sur l'ordinateur qui va être utilisé pour accéder aux documents professionnels, à installer un antivirus. Alors, voyez si vous en avez déjà un, s'il est à jour ou pas, s'il faut le mettre à jour avec votre employeur, si cela peut rentrer dans le cadre du télétravail. Voilà. Donc il y a des discussions à avoir sur la sécurisation basique de votre ordinateur qui sera utilisé pour le travail. L'autre point, ce sont les Wi-Fi publics. Alors vous ne serez en ce moment pas amené à faire des petits tours dans les aéroports ou les gares, sait-on jamais. N'utilisez pas de Wi-Fi public. Si vous allez à McDo, restaurant, peu importe, tout le monde propose du Wi-Fi. Évitez ces Wi-Fi, même en temps normal. Là, on est en période de confinement, mais en période de travail habituel, lorsque vous êtes loin du bureau, évitez-les. En fait, ce sont des aspirateurs à données, pour résumer. Et troisième point, le VPN. Vous avez tous entendu parler depuis quelques mois maintenant des réseaux privés virtuels. Le VPN, il n'est pas là pour aller télécharger des films illégalement, il est là pour se connecter à son entreprise quand il est fourni par le prestataire informatique de l'entreprise, et il permet de sécuriser de A à B le flux de données confidentielles de votre société. Donc ces 3 points, antivirus, indispensable, Wi-Fi public à éviter, et VPN, indispensable. Je m'en tiendrai là pour la sécurité. Et remets ta caméra, Guillaume. On nous la réclame. Très bien, merci Guillaume. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Je vous diffuse le document que je viens de projeter sur le chat. Vous n'hésitez pas à le récupérer. Il sera de toute façon disponible via la diffusion éventuellement que fera BFC Numérique de cette visioconférence. Et merci à tous pour votre écoute. Alors tout à fait, donc je pourrais envoyer le PowerPoint à toutes les personnes qui se sont inscrites pour ce workshop, et le replay sera disponible à partir du début de la semaine prochaine sur notre site internet. Dans la rubrique actualité, vous avez en fait tous les replays qui vous sont proposés par semaine, puisque nous en sommes à notre 6e semaine de workshop. Oui. Aujourd'hui, c'était le 19e workshop. Bravo. Voilà, donc, merci beaucoup à tous les deux pour tous ces conseils. Si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas. Sachez donc que cet après-midi, nous avons un workshop sur le retour au bureau. Justement, là, plus sur le côté comment revenir au bureau après cette longue absence. Et on a donc le cabinet Prévia qui intervient et qui est spécialisé justement dans le retour au travail de salariés qui ont pu être absents pendant un long moment. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre à 14h30. C'est le même lien de connexion. Et puis, on est toujours à votre écoute pour pouvoir aborder les thématiques qui vous intéressent et qui vous posent éventuellement problème. Tout ce qui peut être lié au numérique ou pour les acteurs du numérique qui peuvent être liés à votre organisation. On est à votre disposition.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous. Et puis, on se retrouve donc dès cet après-midi à 14h30 pour le prochain workshop. Très bonne journée. Merci.